que nous allons vers une préférence industrielle française. Vous qui avez pensé, fut un temps, à la préférence agricole française, une notion qui est revenue 30 ans plus tard au cœur de cette crise agricole qu'on a pu vivre ces dernières années. Dans une tribune collective, plus d'une vingtaine de personnalités appellent à l'organisation d'un référendum constitutionnel pour une préférence française en matière d'industrie. Selon les signataires, il est urgent de mettre fin à notre dynamique de décrochage en termes de production et d'innovation. Et ils font un résumé. Depuis l'épidémie de Covid, la part de la France dans les ventes de véhicules en Europe a reculé de 12 points entre 2000 et 2020. En France même, alors qu'une voiture sur deux était fabriquée sur le sol national au début des années 2000, ce n'est plus qu'une sur 5 aujourd'hui. Geoffroy Lejeune. Alors, cher Philippe, que pensez-vous de cette préférence industrielle française ? C'est incroyable. Ils ont mis les pieds dans le plat. Donc j'ai regardé la liste. Ce sont des gens qui ont pignon sur rue, qui sont des gens estimables, et qui ont décidé de poser le problème de la préférence nationale. Donc c'est un pas en avant. Et à mon avis, on ne reviendra pas en arrière. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris qu'en réalité, s'il n'y a pas l'indépendance nationale protectrice, notre industrie va disparaître. On est à moins de 10% dans le PIB. Donc c'est la fin, quoi. Et aujourd'hui, il y avait à la une du Figaro la quasi-faillite de Poissy. Donc la quasi-faillite de l'industrie automobile française. Est-ce que vous imaginez une France demain qui roule en voiture chinoise ? C'est ça qui va se passer en fait. Alors, le problème est le suivant. La préférence européenne et la préférence nationale. La préférence européenne a été supprimée, la préférence nationale a été interdite. La préférence européenne, elle était constitutive du traité de Rome. Et si vous me laissez quelques instants, je voudrais évoquer ici une conversation que j'ai eue avec Michel Debré et Pierre Messmer, que je connaissais bien tous les deux, que j'estimais beaucoup, que j'admirais. Et les deux m'ont raconté la même histoire. En fait, quand De Gaulle est arrivé en mai 1958, il a hésité sur la question européenne. Le traité datait du 25 mars 1957, c'était encore tout neuf. Et c'est Walter Hallstein, le nouveau président de la Commission, qui l'a rassuré en disant « Attention, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un Zollverein à l'allemande, c'est-à-dire une zone de libre-échange ouverte sur le monde, c'est une zone de libre-échange mais protégée. Donc un marché commun. Nous tenons au mot, monsieur le président, dit Hallstein à De Gaulle. Le marché commun, c'est-à-dire il y a un tarif douanier extérieur commun. Donc, il y a une douane protectrice à l'entrée et à la sortie. Donc De Gaulle se dit, ce sera un levier d'Archimède. Cette Europe-là sera un levier d'Archimède. C'est-à-dire, ça va me permettre de faire la grande France, à commencer par la France agricole. Et vu que moi j'ai l'atome qu'ils n'ont pas, je serai le patron. La France sera la patronne de l'Europe. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce qu'au bout d'un certain temps, il y a eu Maastricht et Marrakech, la mondialisation heureuse, et là, on fait sauter le tarif douanier extérieur commun. On fait sauter les douanes, on ne se protège plus, on est sur un marché planétaire de masse, on lance les chaînes de valeur globale dont je parlais il y a un instant, et donc la France n'est plus protectrice de son industrie. Et ceux qui, à l'époque, comme Jamie Goldsmith et moi-même, osaient réclamer une protection pour l'industrie française, étaient regardés comme des attardés, comme des retardés, comme des attardés mentaux. En disant, vous n'avez vraiment rien compris à l'époque dans laquelle nous sommes rentrés. Et puis ensuite, ça a été plus loin avec le traité de Lisbonne, puisque le traité de Lisbonne transfère la compétence commerciale depuis les États jusqu'à l'Union européenne. Et donc, en fait, quand
les pétitionnaires parlent de préférence européenne ou de préférence nationale, de préférence française, ils feignent d'ignorer qu'il y a 80 accords de libre-échange aujourd'hui entre l'Union européenne, c'est-à-dire la Commission, et le monde entier. Et il y a eu un débat récemment, très intéressant, à Bruxelles, avec des mots feutrés, sur la question de la préférence européenne, qui est revenue à l'ordre du jour. Parce qu'ils voient bien tous, notamment les Allemands, qu'on ne peut pas continuer comme ça, avec le marché planétaire de masse où on ne protège plus rien, vu que les Américains se protègent, que les Chinois se protègent. Et alors il y a Paolo Gentiloni, qui est le commissaire aux affaires économiques, qui a tiré la sonnette d'alarme en disant ceci. L'Europe est en train de voir mourir l'illusion européenne. La triple illusion européenne. L'illusion européenne, c'était l'illusion d'un marché chinois ouvert à toutes nos productions. C'est fini. L'illusion européenne, c'était l'illusion du marché russe de l'énergie. C'est fini. L'approvisionnement en gaz russe, c'est fini. Et puis l'illusion, la troisième illusion, c'était l'illusion de la sécurité avec les États-Unis. C'est fini. Et donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation où l'Europe s'interroge sur son avenir. Est-ce que l'Europe va devenir un espace de consommation, ce qu'elle est, ou peut-elle redevenir un jour un espace de production? Pour moi, c'est fini. C'est au niveau national que les choses se traiteront. Et j'y arrive. La préférence nationale, en fait, je vais vous raconter une anecdote. En 1994, je parle, je ne dirais pas avec qui, avec des gens qui sont encore dans la vie politique aujourd'hui à un très haut niveau, et qui me disent, mais Philippe, il y a trois secteurs. Le secteur primaire, la pêche et l'agriculture, le secteur secondaire, l'industrie, le secteur tertiaire, les services. Tu vois bien l'évolution du monde. Enfin, voyons. La pêche, l'agriculture, c'est fini pour nous. Le secteur secondaire, l'industrie, c'est fini pour nous. Les industries de main-d'œuvre, c'est plus notre niveau. Nous, on est dans l'intelligence, la matière grise, les services. Tertiaire, quaternaire, etc. Et aujourd'hui, de quoi parle-t-on? On parle de la silicium économie. Parce qu'il me disait, tu crois que c'est demain la veille que les Chinois et les Indiens, ils vont former des informaticiens et des ingénieurs? Mais non. Mais par contre, ils continueront à faire nos pantalons. Voilà, bah oui, voilà. Ah oui. Ils sont encore en politique, ces gens-là? Oui, absolument. Tout à fait, oui. On les voit intervenir sur les plateaux, d'ailleurs. Oui, oui. Et ils n'ont pas honte. Bon, et en fait, la silicium économie, aujourd'hui, on est totalement absent. Et spécialement, nous, la France. Regardez les semi-conducteurs, les puces, etc. Bon, l'intelligence artificielle, etc. Et tout ceci pour dire, et je terminerai par là, que la préférence nationale, elle est interdite pour la France. Elle est interdite par Bruxelles, par les traités, j'insiste pas, par les cours suprêmes, et elle est interdite, nous, par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Il faut entendre le 6 mai 2024, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, qui déclare « La préférence nationale est contraire à la Constitution ». Donc, l'idée d'un référendum sur la préférence nationale, c'est une belle idée que j'encourage, mais malheureusement, elle ne verra pas le jour. La seule solution, c'est de sortir de l'Union européenne actuelle pour recréer, non pas une fédération européenne, mais une confédération des nations libres, indépendantes, à chacune de ces nations de se protéger, parce que, comme me disait Charles Pasqua avec son verbe inimitable, mon petit Philippe, je vais te dire, ce qu'une nation ne fait pas pour elle-même, personne ne le fera à sa place. J'ai essayé, quand vous étiez en train de refaire l'échange que vous avez eu en 1994, de
comprendre quel était cet homme politique régulièrement sur les plateaux, mais j'ai pas réussi. Alors que là, Charles Pasqua, on sent tout de suite qu'il y a du... Vous avez trouvé l'échange quel était l'homme politique dont... J'ai une petite idée, mais je suis pas sûr de moi. Ah bah ne dites rien alors, si vous n'êtes pas sûr. Parlons toujours de l'Europe, d'un voisin européen qui a décidé... Non mais attendez, Dites-nous qui c'est. simplement ce que je veux vous dire. Non, j'ai pas envie de le mettre en difficulté. Non, mais pas... ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Mais j'ai compris. la politique, c'est la filiation. Oui. Bon, les partis aujourd'hui là qui discutent entre eux, c'est eux qui ont fait la mondialisation heureuse. C'est eux qui ont fait sauter toutes les barrières, toutes les frontières, toutes les protections. Et ils continuent en fait à avoir la même idée. Ils sont européistes passionnés. Ils nous expliquent « Ah, l'Europe est en train de résoudre le problème de l'immigration. » On y vient. Et alors, ça fait la une des journaux qui leur sont acquis. Et puis, patatras, il y a l'Espagne. Et bien justement, Voilà. on va parler. Donc en fait, ils sont ridicules. Alors, ils sont ridicules. Allons-y. À rebours du durcissement migratoire observé dans une grande partie de l'Europe, l'Espagne lance mardi un vaste plan de régularisation de sans-papiers qui pourrait bénéficier à près d'1 demi-million de personnes et soutenir l'économie, a annoncé le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Une réaction qui m'a marqué, celle d'Éric Ciotti, qui considère que cette régularisation par l'Espagne est une trahison européenne, dit-il, une décision solitaire qui impactera toute l'Europe. Et il appelle le président Macron à rétablir les frontières avec l'Espagne et mobiliser nos partenaires pour empêcher cette décision. Il parle de décision suicidaire. Et dans le même temps, je voulais vous faire réagir, puisque c'est au cœur de notre actualité, à cette réflexion de Nicolas Pouvremonti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui a publié un livre, Immigration, mythe et réalité, le premier ouvrage fondé sur ces données de l'OID, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Est-ce que c'est une décision suicidaire et est-ce qu'il faut rétablir les frontières avec l'Espagne, Philippe ? Je vois que sur l'écran apparaît le livre du directeur général de l'Observatoire de l'immigration. J'ai lu le livre cette nuit. Ah ben. Oui, c'est pour ça que je ne suis pas très frêle. Oh, ça va. Ouais. Mais c'est admirable, ce livre. J'ai pas lu l'équivalent sur l'immigration. Incroyable. Parce qu'il prend, en fait, toutes les utopies et il les démonte les unes après les autres. Et en fait, en lisant ce livre, je me suis dit, au fond, je l'ai écrit d'ailleurs dans mon édito du JD News cette semaine, j'ai connu deux époques, on va connaître la troisième. Nos enfants, nos petits-enfants. Première époque, pendant 20 ans, pendant 30 ans, on nous a expliqué l'immigration est une chance pour la France. Ça, c'était la période giscardienne, mitterrandienne. Puis ensuite, on nous a dit, sans trop le dire, mais en le disant quand même, Nunez et tout ça, l'islamisation est une chance pour la France. C'est Nunez, le jour à la Grande Mosquée. L'islamisation est une chance. Donc, vous voyez, on franchit un cran supplémentaire. On a accueilli l'immigration après avoir dit non, c'est pas vrai, il n'y a pas d'immigration. Bon, l'immigration est une chance. Maintenant, on dit l'islamisation est une chance. Et quelle est la troisième étape ? La troisième étape, ce sera le califat est une chance pour la France. On commencera par faire un édit de Nantes pour leur donner des forteresses. Et ensuite, voilà, on passera à l'étape suivante, le califat. Et les forces spirituelles s'y mettront au nom de la paix. Hein. Ah, la paix, la paix, la paix. Oui. Voilà, tout le monde s'y mettra, l'interreligieux, tout ça, voilà. Et donc, si je suis là, moi, c'est pour justement dire attention. Regardez ce qui se passe en Espagne. Nicolas Pouvremonti dit une chose très juste. Il dit en fait, tous les hommes politiques français hurlent sur l'Espagne, enfin, pas tous, une partie, en disant, quoi, 500 000 régularisations. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Nous, on fait 35 000 régularisations par an. Donc, en 15 ans, on arrive au même chiffre. Sauf qu'on est hypocrite. La classe politique française est hypocrite. Elle ment sur les chiffres. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que pourquoi c'est très dangereux pour nous ? Pour une première raison, c'est que quand vous commencez à régulariser, ça ne s'arrête plus parce que c'est un appel d'air. On a déjà vécu ça, 2015. La deuxième raison, c'est que
avec le système Schengen, que personne ne remet en cause, j'y reviens dans un instant, eh bien, vous rentrez avec un visa Schengen en France, par l'Espagne, par la Sicile, etc. Un visa Schengen vous suffit à rentrer dans un autre pays. Il n'y a plus de frontières intérieures. Le fameux espace sans frontières. Ah. C'est-à-dire que l'Europe est en fait n'est plus un corps au sens politique du terme, au sens physique, c'est un corpus juridique. L'Europe n'a pas de corps, il n'y a pas d'espace. On peut s'étendre indéfiniment. Après l'Ukraine, la Géorgie, etc., etc. Et donc, il n'y a pas de frontière, parce que la notion de frontière est contraire au corpus juridique des droits de l'homme, du droit de l'homme. Il faut bien comprendre ça, pour comprendre ce qu'est la vraie Europe. Et donc, en fait, là, avec Schengen, on peut aller où on veut. Donc, ils vont arriver chez nous. Pourquoi ils vont arriver chez nous ? Parce que chez nous, c'est l'Eldorado. Il n'y a pas l'équivalent du paradis social, c'est-à-dire hébergement gratuit pendant des années, hébergement gratuit pour les clandestins. Ils sont nourris, logés, blanchis en France. Ensuite, la santé, prise en charge, l'AME. L'AME, c'est 1,3 milliard. Ça a augmenté de 30% en quelques années. Et ça continue. Et puis après, il y a la régularisation pour le travail. Et là, je voudrais juste dire un mot, Elliot, je crois, de quelque chose qui me tient à cœur. Ceux qui vous parlent des métiers en tension, en disant qu'il faut régulariser parce qu'on a des métiers, ceux qui font la plonge, etc., les livreurs à vélo, tout ça. Rejoignent des politiciens qui disent, depuis 20 ans, immigration choisie. Tous ceux qui vous disent immigration choisie sont des salauds. Pourquoi j'utilise ce mot ? Parce qu'en fait, ce sont des hypocrites. Parce que c'est la nouvelle traite. Et j'ai parlé de ça un jour avec le cardinal Sarah, qui m'avait dit, vous avez raison. Dans le temps, du temps de la traite atlantique, on vérifiait la musculature et la dentition. Maintenant, on vérifie les diplômes et les qualifications. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'immigration choisie ? On dépouille l'Afrique, on dépouille les pays pauvres de leur dernière richesse, leur richesse humaine. Et donc, en faisant venir chez nous des gens qui ont été formés là-bas comme médecins au Bénin, en fait, on appauvrit les pauvres pour pouvoir enrichir la Macronie et l'avenue Foch. C'est scandaleux. C'est scandaleux, l'immigration choisie. On choisit nos migrants. Voilà. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que les gens qui ont fait Schengen, je l'ai écrit, je vous le répète, je l'ai dit ici, ils ont du sang sur les mains. Pourquoi ils ont du sang sur les mains ? Parce que ils auraient dû savoir qu'au moment où ils ont fait Schengen, c'est le moment historique du grand chassé-croisé. C'est le moment où, en fait, le sud démographique explose et le nord démographique implose. Et tous ceux qui vous disent « on a besoin de l'immigration, on a besoin de l'immigration choisie » sont les mêmes qui ne veulent pas aborder la question de fond, la question de la démographie, la question de la natalité. Parce que si la natalité continue de plonger en Europe, il n'y a plus d'Europe dans 50 ans. Vous m'entendez ? Et donc, ce n'est pas l'immigration qui va résoudre le problème. L'immigration, ça résout le problème des gens qui ne veulent pas résoudre le problème par la famille, avec un papa et une maman. La restauration de la famille, seule la restauration de la famille permettra de résoudre le problème sans lequel on sera obligé d'accueillir des immigrés pour payer nos retraites. Voilà ce que je pense. Et donc, il faut sortir de Schengen. Alors, quand je vois Éric Ciotti, il a raison. Sauf que juridiquement, il a tort. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'article 25, l'article 28 et l'article 29 des accords de Schengen qui autorisent, dans des circonstances très particulières, de suspendre les accords de Schengen, c'est-à-dire de rétablir les frontières pour quelques jours. Pour quelques jours seulement. On l'a fait, par exemple, pour les Jeux Olympiques. On le fait dans certaines conférences internationales, mais pour quelques jours seulement. Pendant le Covid, on l'a retrouvé, les frontières. Alors,
Oui, on l'a fait pour quelques jours seulement, avec la promesse faite à l'Union européenne que c'était pour quelques jours seulement. Alors on a tiré un peu sur la peinture, mais on a rétabli ensuite la liberté des frontières. Voilà, c'est comme ça. C'est Schengen, c'est la disparition des frontières, c'est la disparition des contrôles aux frontières. Voilà. Donc, faut arrêter de nous mentir là encore. Il faut que les politiciens osent nous regarder en face et nous dire: moi, je veux un monde sans frontières. Ah bon, tu veux un monde sans frontières? Tu veux un marché planétaire de masse, donc tu veux plus les nations? Ah ok, d'accord, tu es européiste, c'est bien. Oui. Van der Leyen, elle veut ça aussi. Parlons à présent d'une actualité qui a marqué la semaine et qui nous permet d'aller sur la valeur travail. Est-ce que la France a oublié, Philippe de Villiers, la valeur travail? Les salariés volontaires des boulangeries et fleuristes indépendants pourront travailler le 1er mai 2026, annonce faite par le Premier ministre Sébastien Lecornu, en attendant un projet de loi qui définira les conditions pérennes de cette ouverture, mais ne pourra pas être applicable avant 2027. Sébastien Lecornu a cherché à trouver une sorte de porte de sortie. Cette semaine, il avait été mis sous pression par les syndicats, par une partie de la gauche qui hurlait parce qu'on allait proposer à des gens qui souhaitent travailler de pouvoir travailler le 1er mai. Écoutez M. Lecornu et on en parle juste après. Les boulangers indépendants, artisans, les fleuristes indépendants, artisans pourront ouvrir ce 1er mai. Le gouvernement a repris la main. On a mis de la clarté, de la méthode, du dialogue social évidemment tout au long de cette semaine pour permettre d'arriver à une solution. Un projet de loi d'origine gouvernementale va être présenté avant ce 1er mai pour cadrer justement et renvoyer à une discussion sociale par branche. C'est un projet de loi de sécurisation qui va être présenté par le Conseil des ministres avec des critères assez simples: boulangerie, fleuristes, artisanaux, permettant de faire travailler les salariés sur la base du volontariat et en les payant double. Après, d'autres discussions auront lieu pour les différentes branches. C'est aux organisations évidemment de s'en emparer et le gouvernement évidemment sera à la disposition de tout à chacun pour avancer. Geoffroy Lejeune. Philippe, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de commentateurs qui ont insisté à propos de cette affaire sur la dévaluation de la valeur travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? D'abord, je voudrais saluer notre collègue Lecornu, puisque tous les vendredis on est là, et tous les vendredis il est là avec nous, juste avant nous, voilà. Et donc vous avez compris que, en fait, il rétablissait, c'est ça, le travail pour les boulangeries, pour les boucheries, pour les fleuristes. Bon, on attend le prochain épisode. Il y a un mot magnifique de Sophie Binet qui a dit hier: la République n'a pas besoin de fleuristes. Et en fait, ça m'a fait penser au président du tribunal révolutionnaire, au moment où il envoie Lavoisier, le grand savant, à la guillotine, et il déclare: la République n'a pas besoin de savants. Et donc c'est la culture personnelle de cette dame qui lui vaut une grande admiration, lui permet d'accéder à des phrases historiques qui ensuite entrent dans le patrimoine. Il faut noter par ailleurs ce qu'a dit très bien Agnès Verdier-Molinier. C'est assez curieux parce que un salarié qui est dans une boutique de fleuriste, il n'a pas le droit de travailler pour l'instant. Mais si par contre il appartient à un syndicat qui vend des muguets dans la rue, là il n'y a pas de problème. Oui. Bon. Et la différence entre les indépendants et les salariés, c'est 500 heures par an de travail quand même. Bon, et alors qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que les salariés ne sont pas toujours passionnés par leur travail, alors que les indépendants, c'est une vraie passion pour eux. Ce n'est pas simplement une question de survie, c'est aussi une vraie passion. Et donc, et j'arrive à votre question, la dévaluation de la valeur travail. En fait, nous sommes passés, sur le temps long, d'une société où on célébrait le travail, la production, le goût du chef-d'œuvre, le goût des beaux produits, à une société où on célèbre la rente et la consommation.
Pourquoi ça? Parce qu'il y a deux notions qui forment un couple et qui ont été perverties au fil du temps. La première notion qui a été pervertie, c'est la notion du capital. Pourquoi? Parce que la notion de la propriété qui porte le capital a été elle-même pervertie par l'article 544 du Code civil qui dit « La propriété, c'est le droit d'user et d'abuser de toute chose en sa possession. » Le droit d'user et d'abuser. Or, la propriété telle qu'elle était définie dans notre droit par les légistes depuis le plus haut Moyen-Âge, elle manifeste la priorité ontologique et téléologique de l'homme sur la société, certes, mais elle ne se justifie que si elle a une fonction sociale. Or, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le capital et le travail se sont dissociés. Le capital prospère à la bourse et le travail part en Chine. Alors le travail, justement, il souffre de cette dissociation puisqu'aujourd'hui, en fait, on l'avait dit avec Jimmy Goldsmith, et je l'ai dit ici plusieurs fois, pardon de me répéter, mais je trouve que la phrase de Jimmy, elle est magnifique. Le système mondialiste est un système dans lequel les pauvres des pays riches subventionnent les riches des pays pauvres. C'est un système dans lequel on va au bout du monde pour produire moins cher et on revient chez nous là où il y a du pouvoir d'achat. Seulement, ça dure qu'un temps. Et donc, cette idée du capital et du travail dissociés, c'est la fin de toute une société. Moi, je me souviens de Henri Joyot, transporteur, les transports Joyot, un homme merveilleux. Et quand il cède son entreprise aux Allemands, Schenker, il dit « j'ai mis des conditions, que jamais le capital ne se sépare du travail ». Je dis « qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Je dis « moi, mon premier capital, c'est eux, les gars qui sont depuis 50 ans dans mon entreprise, Philippe. Mon capital, c'est le travail. » Voilà. Et donc, ce qu'on a perdu, en fait, avec une société qui a fait du travail une marchandise. Et là-dessus, le capitalisme libéral, condamné par Aron de Warom, est cousin germain du capital au sens de Marx. Le travail est devenu une marchandise. Et celui qui a le mieux dénoncé ça, c'est Péguy, quand il a parlé de l'honneur du travail. Avec une phrase célèbre qui est merveilleuse, il dit « J'ai vécu toute mon enfance, j'ai vu toute mon enfance rempailler des chaises du même esprit, de la même main et du même cœur que ce vieux peuple avait taillé ses cathédrales. Il fallait que le bâton de chaise soit bien fait. Oh, pas parce qu'il fallait que le bâton de chaise soit bien fait pour le patron ou pour le salaire, il fallait qu'il soit bien fait pour lui-même. » Philippe de Villiers, dernier sujet, le retour de l'apologue. Le pape est allé sur les traces de Saint-Augustin cette semaine. L'évêque d'Hippone, qui en tant que citoyen romain, se désolait de la décadence de l'Empire romain. Vous souhaitez faire un lien entre la crise que nous vivons actuellement et la chute de l'Empire romain. Philippe de Villiers et la chute de l'Empire romain, c'est maintenant. Ce qui m'a conduit à vouloir parler de la chute de l'Empire romain, c'est le pape. Puisque le pape est allé sur les traces de Saint-Augustin, vous venez de le dire. Or, Saint-Augustin, il a vécu la chute de l'Empire romain. Et dans la Cité de Dieu, il raconte. Il faut savoir que Augustin, le jeune Augustin, qui était berbère romain, avait 15 ans lors du sac de Rome en 410. Et en fait, il voyait arriver l'écroulement de l'Empire romain, qui est intervenu quelques décennies après sa mort. Et donc, je vous invite à rejoindre Saint-Augustin, l'évêque d'Hippone, pour comprendre ce qu'il pouvait ressentir. Il faut imaginer
ce jeune homme là-bas qui court dans les marais, infesté d'insectes, ce jeune homme chétif, il plonge dans les eaux croupissantes de Ravenne. Et quand il ressort de l'eau, il est couvert de pustules. En fait, c'est un jeune enfant qui lui aussi a 15 ans. Sauf que ce n'est pas Saint-Augustin, c'est l'empereur, le dernier empereur. Il s'appelle César Augustule. La dérision de son nom couronne la dérision de son destin, ce qui est déposé dans une seule journée. Nous sommes en 476. C'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Les dernières heures de la Rome finissante devraient être pour nous un avertissement à méditer, un avertissement prémonitoire, un avertissement qui a d'ailleurs été formulé, résumé par le grand historien grec Polybe, qui avait dit « Aucune civilisation ne cède à une agression extérieure si elle n'a pas d'abord développé en elle un mal qui l'a rongé de l'intérieur. » Et là, nous sommes dans ce cas de figure. Avant l'agression extérieure, il y a eu l'édit de Caracalla, en 212, qui a attribué la citoyenneté romaine à tous les étrangers. À partir de cet instant, le sentiment civique s'est effacé à Rome. Et puis, l'effacement intérieur, l'implosion, devrait-on dire, c'est l'implosion du mos maiorum qui tenait la société, avec deux vertus civiques, la fides et la pietas, la piété et le service de l'Empire. En fait, la décomposition précède l'agonie. Et la sémantique dit tout. Songez que les possessores, comme on disait à l'époque, ont qualifié d'un mot charmant l'invasion. Ils l'ont appelé l'hospitalitas. On dirait aujourd'hui l'accueil de l'autre. Ils ont appelé à leur secours les migrants. Ils ont appelé les migrants pour que les migrants viennent remplir les tâches de portefaix et de porteurs d'eau que les citoyens romains rechignaient à assumer. Ils ont appelé les migrants pour peser sur les prix de la main-d'œuvre de la plèbe. Ils ont appelé les migrants, les colons barbares, pour occuper les terres, pour cultiver les terres. Ils ont appelé les migrants, et c'est le plus grave, pour tenir le limès, la frontière, pour garder la frontière. Ce qu'a fait dire à Synésios de Cyrène, l'ambassadeur, voici que maintenant, on remplace les chiens par les loups pour garder le troupeau. En fait, la noblesse sénatoriale n'avait plus qu'un souci à la fin de l'Empire, c'était accroître son luxe, agrandir ses hypocaustes et remettre une couche de porphyre sur les baignoires. La Rome impériale passait son temps au cirque, où se produisaient à prix d'or des mercenaires venus d'Afrique. Et la Rome finissante se reposait dans ce qu'elle a appelé la felicitas. La felicitas, toutes les sociétés qui vont vers leur fin procèdent de la même manière avec le même mot, mourir en s'amusant. C'est le mot d'ordre des sociétés expirantes. En fait, Rome n'a pas été vaincue par les barbares, Rome a séché sur pied. Et je terminerai en vous invitant à méditer le mot de Juvénal, qui disait ceci: ce grand peuple qui jadis
distribuait les faisceaux, le pouvoir, les légions, ne désire plus que deux choses au monde, du pain et des jeux. Je tiens à dire, mes chers amis, que toute coïncidence entre ce que je viens de décrire et la situation que nous pourrions être appelés à vivre dans les années qui viennent est purement fortuite. Un grand merci Philippe de Villiers. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Geoffroy Lejeune, merci également. Philippe, dans quelques instants, dans l'heure des pros, nous allons parler d'un de vos amis, Boualem Sansal. À 20h30, très précisément, Louis Sarkozy, qui a pu s'entretenir pendant plus d'une heure avec Boualem Sansal, vient pour nous raconter cet entretien. Il nous raconte son interpellation, ses premières journées de détention, sa crainte de voir ses bourreaux le tuer, cette cellule noire, ce jet allemand, ce que Boualem Sansal n'a jamais dit, et puis il a échangé avec vous dans les colonnes du JDD, bien sûr, ce dimanche dernier, sera à découvrir à 20h30, cher Philippe. Alors moi, je vous dis une chose. J'espère que vous avez préparé l'apéro, juste entre les deux. Non. Pour revenir ? Oui. Non, Ah bah avec plaisir. Pas pour revenir. Ah si. Pour regarder. Ah non, venez, venez à 20h30. Venez à 20h30. Dans un instant, c'est l'heure.